bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Le château de Vos se situe dans la commune de Vos, dans le département de l'Allier, qui se trouve lui-même dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le château date des XIe et XIIIe siècles. Il a été largement remanié au milieu du XIXe. L'enceinte, la terrasse, les façades et les toitures de l'ensemble, à l'exception de celle de la porterie, ont fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques, en date du 30 août 1985. La porterie, datant elle du XIXe siècle, a été inscrite en 1986. Les dépendances, c'est-à-dire le manoir des Noix, le pigeonnier, le haras, le chai, la laiterie, la maison du maître de Meule et le chenil, eux, ont été inscrits en 2011. À l'origine, il y a eu un premier château fort, qui fut probablement construit vers l'an 808 à peu près, au moment où Charlemagne marqua les frontières du royaume d'Aquitaine. À cette époque, c'est le sire de Vos qui possédait un droit de justice sur un terrain assez vaste. Ébreuil et le hameau de Mercourol, Vic, Lalisol. Le château fut reconstruit au XIe siècle et encore remanié au XIIIe siècle. En 1400, la seigneurie de Vos fut érigée en baronnie par Louis II de Bourbon en faveur de Robert Dauphin, chevalier et seigneur de Roanne et de Vos. À la suite de la mort du connétable Charles III de Bourbon en 1527, le château va relever directement de la couronne. Plusieurs familles illustres vont s'y succéder de 1700 à 1970. Chauvigny de Blois, le Loup, Dubuisson, les Cadiers de Vos, qui est l'une des plus anciennes familles du Bourbonnais. Au milieu du XIXe, alors que le château était alors en très mauvais état, le baron de Vos, Charles de Cadier de Vos, qui était député de l'Allier de 1852 à 1870 et ami du duc de Morny, va faire réaliser d'importants travaux de rénovation entre 1841 et 1846. Il va lui donner alors l'aspect que l'on connaît aujourd'hui. En 1973, le baron Eugène de Cadier de Vos vend le château à Ephraim Tagouri de la Tour, un ingénieur en armement et officier de l'armée britannique, né à Jérusalem et vétéran de la bataille de Stalingrad et de la guerre des 6 jours. À la mort d'Ephraim Tagouri en 1998, le château va commencer à se dégrader très rapidement et il sera finalement racheté en 2002 par une citoyenne britannique du nom d'Elizabeth Mincer. C'est alors qu'en 2015 va naître le fonds de dotation Calligramme, qui est un fonds sans but lucratif qui a pour objectif de sauvegarder le château et d'en faire un centre de tourisme culturel et de la nature, bien sûr, accessible à tous. Il y a eu une courte interview téléphonique de Alice Marie Flory, qui est la présidente donc du fonds de dotation Calligramme, en ce qui concerne un certain fantôme. Vous voulez encore parler de Lucie ? Mais il y a tellement d'autres choses à raconter sur le château de Vos qui a près de 1300 ans d'histoire. En effet, elle commence à connaître un petit peu tout ça, même un peu trop, puisque au fil du temps, le château a vu passer beaucoup de caméras, micros, journalistes. Et tous, bien sûr, plus motivés les uns que les autres pour percer le fameux mystère de la belle Dame Blanche Lucie. D'où viendrait cette Dame Blanche ? Eh bien, en 1559, Guy de Daillon, seigneur et baron de Vos, chevalier des ordres du roi, va épouser une certaine Jacqueline de Lafayette, dame de Pont-Guibault. À peine quelques mois plus tard, une toute jeune fille de 18 ans, qui se prénomme Lucie, va se présenter au château. Elle est issue d'une famille noble, mais totalement désargentée. Elle est fort belle et elle le sait. C'est le seigneur des lieux, Guy de Daillon, qui l'accueille. Et il n'est apparemment pas insensible à la beauté, au charme, à l'innocence et à la grâce de la demoiselle, puisqu'il va immédiatement l'embaucher comme servante.
Il semblerait même que le châtelain ait succombé à ses charmes, puisque l'histoire raconterait qu'au retour de la chasse, il offrait ses plus beaux trophées à Lucie, qui était devenue sa maîtresse. Évidemment, l'épouse légitime, Jacqueline, se retrouve délaissée et se rend compte de ce qu'il se passe. Bien sûr, il s'agissait d'un affront à son âge, à sa beauté, que de mettre ainsi en évidence la jeunesse d'une fille jolie, peut-être, mais pauvre. Elle ne pouvait cependant, à cette époque, agir contre son seigneur directement. Elle décida donc de prendre son mal en patience, et, jalouse quand même, elle jura de se venger dès que l'occasion se présenterait. Et elle savait bien que, tôt ou tard, cela se présenterait. Car pendant ces temps-là, et pour justifier leurs privilèges, les seigneurs, chevaliers et autres nobles passaient une grande partie de leur existence à devoir revêtir leur armure et à guerroyer, à tout venant pour le compte de leur roi ou pour leur propre compte. Durant ces longues absences, c'était bien sûr l'épouse légitime qui prenait alors le commandement et donc la responsabilité de la maison, c'est-à-dire donc ici du château. Souvent, ces femmes douces et soumises étaient transformées par leur nouvelle responsabilité, devenant de vraies mégères tyranniques pour tous ceux qui étaient à leur service. Et bien sûr, cela ne loupa pas, puisque, quelques mois plus tard, Guy de Daillon dut revêtir son armure, enfourcher son destrier et partir en guerre. L'épouse, Jacqueline, devint alors le maître pour un temps assez long. La troupe de son mari venait à peine de disparaître au détour de la forêt, que sa jalousie put enfin s'exprimer au grand jour, au grand désespoir de la pauvre Lucie. Elle n'hésita pas beaucoup, car en ces temps-là, les barons de Vos, comme leurs congénères, avaient droit de basse, moyenne et haute justice sur leur peuple. La condamnation pouvait aller de simplement quelques coups de bâton et aller jusqu'à la mort, et cela sans formalité et en toute impunité. De plus, bien sûr, tout était prévu au château. La prison était installée dans la tour dite mal coiffée, au saillant sud-est de la forteresse. Elle donnait sur la cour d'honneur, à l'arrière du corps du logis d'habitation du châtelain. La prison en elle-même comprenait 3 geôles superposées. Dans la partie haute, on enfermait les prisonniers qui étaient condamnés à des peines légères et que l'on faisait travailler dur. Au rez-de-chaussée, c'étaient les condamnés qui devaient subir plusieurs années d'emprisonnement. Et dans le sous-sol, c'était une 3e prison où, dans celle-ci, on n'avait pratiquement aucune chance d'en sortir un jour. En fait, les condamnés qui descendaient dans ce cul de basse fosse humide étaient descendus par une corde et la nourriture leur parvenait de la même façon et de façon très très limitée. Je vous laisse imaginer. Son mari étant parti et ayant droit de justice sur son peuple, Jacqueline peut enfin se venger. Et la pauvre Lucie fut enfermée sur ordre de la baronne dans la geôle du 1er étage. Elle l'avait fait totalement vider préalablement de ses prisonniers. Elle était isolée car, selon le vouloir de sa tortionnaire, elle devait être solitaire et n'avoir d'autre visite que la sienne. Ainsi, cette femme en proie à une jalousie féroce et à la limite du sadisme venait visiter sa prisonnière, la narguer et l'insulter copieusement. Vous vous doutez qu'à l'époque, la prison n'était pas vraiment ce qu'il y a de mieux niveau isolation et que vous passiez d'une nuit très froide à peut-être du vent le jour, de l'humidité printanière ou plutôt des températures assez élevées en saison estivale. De plus, on donnait à Lucie comme nourriture juste de quoi ne pas mourir, et c'était de même pour l'eau. Lucie était rongée par la terreur et les menaces incessantes de sa moqueuse tortionnaire, qui la faisait souffrir tant physiquement que moralement. Soumise à un tel traitement, bien sûr, Lucie ne fut rapidement plus l'ombre d'elle-même, et elle mourut dans les affres de la peur, de la faim et du désespoir, au bout de quelques mois seulement. Selon la légende, cela arriva par une nuit d'automne, alors que la pleine lune jouait à cache-cache avec de lourds et noirs nuages courant dans le ciel.
Ce soir-là, les habitants du village virent à Surton une merveilleuse apparition rayonnante assise sur les créneaux de la tour mal coiffée. Ce fut la première apparition de la Dame Blanche de Vos, mais pas la dernière, car sa charmante silhouette fantôme continue à hanter le château vers minuit, et plus particulièrement la salle des gardes de la tour de l'horloge et le chemin de ronde, qui lui va de la tour de l'horloge à la prison de la tour mal coiffée. Bien sûr, en ce qui concerne l'histoire même, elle se termine là, puisque personne n'a connu exactement et n'a reporté la réaction du seigneur lorsqu'il est revenu de guerre et qu'il a vu ce que la baronne avait fait de Lucie. Et dans le village, on a pensé que la baronne avait jeté en 1560 le corps de la malheureuse dans les oubliettes de la tour. Après cette première apparition, donc à sa mort, bien des années vont passer et beaucoup de rumeurs vont parler de ce fantôme. Certains vont même assurer l'avoir aperçu. On a d'abord le baron Amable de Bleach, qui racontait dans une lettre écrite au XVIIe avoir vu et entendu sangloter une silhouette lumineuse féminine. Le curé de la paroisse avait noté au XIXe qu'un valet d'écurie nommé Denis Vincent avait vu sa torche éteinte et il avait dans le même temps senti une force inconnue le flanquer contre un mur avant d'observer le passage d'une silhouette lumineuse de femme. En 1963, c'est un psychiatre venu de Francfort qui était alors accompagné de son chien, lorsque dans la nuit sur le chemin de ronde lors d'une promenade, le chien se mit à hurler à la mort. Le psychiatre, qui était le docteur Rudolf Schmidt, vit alors sur le mur une forme lumineuse. Il actionna un appareil photo, mais il n'y eut rien sur la pellicule qui était pourtant ultra sensible. En 1967, c'est un radiesthésiste écossais de Glasgow, nommé John McCain, qui contait qu'il avait observé un étrange phénomène entre minuit et 1h du matin. Lors de sa visite au château, il avait apporté avec lui des souris hypersensibles qui apparemment auraient manifesté un affolement incompréhensible. Plus tard, nous avons un habitant du Chili qui était attiré par ce qu'on disait du château à la télé et les comptes rendus dans les journaux. Il a décidé donc d'aller à Vos pour voir de lui-même. Il a alors prétendu avoir entendu des bruits qu'il qualifié de toutes sortes de gémissements. En décembre 1971, on a un spécialiste des phénomènes électromagnétiques qui va venir depuis Los Angeles. Et sur ces appareils, il enregistrera à Surtil le passage d'ondes non identifiées. C'est alors qu'un certain Ephraim Tagori de la Tour, qui se donnera lui-même le titre de baron de Vos, acheta le domaine en 1970 et s'y installa. Ce qui était bizarre, c'est qu'il n'avait pas la fortune nécessaire pour entretenir les bâtiments et en aménager l'intérieur. Tagori de la Tour, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est né à Jérusalem en Palestine, fit des études d'ingénieur et acquit un diplôme d'ingénieur de l'armement. Par la suite, il devint plutôt mercenaire aventurier, car on le retrouva général chez les Russes, participant à la bataille de Stalingrad, puis officier dans l'armée anglaise. Juif, il participera aux côtés de Moshe Dayan à la guerre des 6 jours. Il raconta qu'un soir, entre la tour de l'horloge et le chemin de ronde, il rencontra Lucie. Après cet événement, il a commencé à chercher la légende, l'histoire, et il était persuadé que Lucie venait hanter le château. Il l'a d'ailleurs vue plusieurs fois, selon ses dires bien sûr. Son fantôme reviendrait désormais le soir vers minuit hanter les couloirs du château. En effet, cela provient des dires de Tagori qui prétend la voir tous les soirs sur les coups de minuit se promener sur les courtines. Cette histoire a fait tellement de bruit que durant la nuit du 4 août 1984, une équipe de France Inter, qui était dirigée par le journaliste Jean-Yves Casga, qui est un spécialiste des reportages sur le paranormal, va y consacrer entièrement son émission Boulevard de l'étrange.
accompagné du médium Raymond Réan et de sa petite-fille Aurore, qui avait alors à peu près une dizaine d'années. L'équipe aurait été témoin de l'apparition du fantôme de Lucie, ou de la Dame Blanche. Elle aurait été vue dans les hauteurs du château, et on aurait même conservé des traces tangibles de sa rencontre avec Lucie. Il y aurait une photographie et des enregistrements sonores qui n'ont pu trouver à ce jour d'explication scientifique. C'est dans un silence de mort que les 12 coups de minuit vont retentir dans la pénombre de la grande salle, que l'on appelle la salle des pendus, car c'est ici qu'en 1789 les révolutionnaires locaux ont pendu les propriétaires des lieux. À ce moment-là, tout le monde est bien sûr dans l'expectative de voir le fantôme, lorsque tout d'un coup une forme pâle va apparaître près de la fenêtre. Sa taille est celle d'une chouette. Cette silhouette est d'abord visible par intermittence, puis plus longuement durant un quart d'heure. La surprise est bien sûr totale, et les seuls bruits proviennent des techniciens qui chuchotent. Une journaliste qui est présente sur les lieux va perdre son sang-froid et s'exclamer « Mais c'est impossible !» Suite à cela, dans un silence de mort, la forme pâle va se diriger en direction du chemin de ronde, puis disparaître. Exactement au même instant, un son perçant et suraigu semble provenir d'une autre pièce. C'est un technicien qui l'enregistre, mais il est impossible à identifier. Il déclarera qu'il n'avait jamais entendu un bruit comme ça. Il en parlera même dans un documentaire pour l'émission Mystère qui était diffusée sur TF1 en juillet 1992. L'ingénieur du son en charge d'effectuer donc la synchronisation des micros va l'entendre lui très clairement dans son casque, peu avant que celui-ci ne s'éteigne définitivement. Il est complètement affolé et il va aller voir son équipe et parler de ce qu'il a entendu. Seulement, aucun des autres membres de l'équipe n'a entendu le fameux bruit étrange. Il va aussi y avoir des apparitions lumineuses qui vont terrifier toute l'équipe. Un autre ingénieur du son va témoigner, c'était une forme nébuleuse et éclairée de l'intérieur qui apparaissait par flash. Les témoins virent apparaître aussi donc un point lumineux sur un mur du chemin de ronde. C'était une lueur qui se mettait à disparaître et apparaître, comme si elle jouait, et cela jamais au même endroit. Un peu plus loin, elle diminuait, elle grandissait, tout ça selon l'emplacement où elle se trouvait. La lumière semblait sortir, jaillir de nulle part. Elle flottait au-dessus du sol et se déplaçait à quelques mètres d'eux sans faire le moindre bruit. Bien sûr, pour eux, cette rencontre est extraordinaire. Cette lumière n'avait aucune source et pas de rayonnement. Elle semblait vraiment sortir de nulle part et ne rien éclairer autour d'elle. Au bout de 25 minutes, ce mystérieux phénomène s'est brusquement interrompu. La lumière s'est alors éteinte définitivement. Un médium ce jour-là était présent, il a réussi à la prendre en photo. 30 ans plus tard, dans un article du 30 octobre 2012 de La Montagne, Jean-Yves Casga, donc celui qui était le grand journaliste de France Inter pour son émission, et qui avait donc mené l'enquête en 84, va tempérer le surnaturel, en disant que le bruit qu'a entendu l'ingénieur du son pourrait correspondre à une décharge du condensateur qui peut se produire dans des endroits humides comme l'était ce château. Et en ce qui concerne la lumière, il va dire que c'est la présence forte d'un gaz radioactif, le radon, qui pourrait en être à l'origine. En 1998, donc, le baron de Vos, donc Tagouri si vous préférez, meurt. C'est son épouse et leur fille qui devraient hériter du château, mais elle demeure à Versailles. Et comme le baron s'est ruiné avec ce château, en vendant tout son troupeau de bovins pour remettre en état la tour et les toitures, il va être à vendre et c'est Madame Elizabeth Mincer, propriétaire britannique, qui l'a acquis en 2002. Elle affirme n'avoir jamais vu le fantôme de Lucie, mais que plusieurs de ses invités l'ont effectivement aperçu, selon leur dire. Il y a également une équipe clermontoise d'enquêteurs en paranormal, c'est le nom qu'ils se donnent, qui a eu l'autorisation d'investiguer au château. De nuit, ils ont tenté en octobre 2019 d'entrer en contact avec Lucie, ou d'enregistrer toute anomalie visuelle ou sonore.
Natacha Cardillo, qui est l'un des membres de Rencontres Paranormales, donc de l'équipe clermontoise, va témoigner en disant que c'était relativement timide au niveau des contacts. Pour moi qui ai beaucoup de ressenti dans ce domaine, il y avait bien une présence, mais nous n'avons pas de preuve que c'était Lucie. En 2020, Alice Marie Flory, dont je vous ai déjà parlé plus tôt, la présidente de Calligramme, est formelle. Le fantôme de Lucie, elle ne l'a jamais vue. En fait, la jeune fille n'apparaît plus depuis que l'ancien propriétaire du château, le baron Ephraim Tagori de la Tour, est décédé. Elle ajoute même que le phénomène n'est pas né avec le baron. Il y a eu des textes qui ont fait état de ces apparitions, mais depuis le rachat du château en 2002 par la nouvelle propriétaire, il ne se passe plus rien.